Le bureau d'investigation de Reddit est un subreddit créé dans le but d'utiliser la puissance d'Internet pour résoudre des problèmes du monde réel. Cette vidéo explore des énigmes troublantes d'un utilisateur qui pense avoir été drogué enfant à un autre qui a trouvé un téléphone étrange dans sa nouvelle maison de location. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou de la chaîne afin d'accéder à des vidéos complètes et à d'autres avantages, ou me laisser un pourboire en cliquant sur Merci. Merci sous la vidéo. Merci à ceux qui y penseront. Cette vidéo traite de sujets sensibles comme les agressions sexuelles sur mineurs, les troubles mentaux et le suicide. Discrétion recommandée. Cliquez sur le lien en description pour devenir membre Ko-fi et accéder à une version plus longue, non coupée et sans pub de cette vidéo, avec un contenu bonus non inclus ici. Il y a quelques mois, une utilisatrice a publié un message à propos de la maltraitance d'une mineure impliquant une substance inconnue. Avertissement, contenu sensible. Le message disait « Salut, je ne suis pas certaine que ce soit le bon endroit pour ça. Je peux rediriger si nécessaire. » Obtenir plus d'avis m'aiderait dans mon processus de guérison, car j'essaie de comprendre ce qui m'est arrivé enfant. Dernier avertissement concernant le contenu, maltraitance d'enfants, mention d'abus sexuels sur mineurs. Quand j'étais enfant, il y avait un adulte dans ma vie qui essayait régulièrement de mettre une sorte de substance dans ma nourriture. C'était blanc, dans mes souvenirs un peu crayeux, et surtout, ça avait un goût médicinal classique très distinct. Utiliser ça était stupide si on voulait être discret, mais il n'était pas très malin, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a nié avoir jamais mis quoi que ce soit dans ma nourriture, mais c'est arrivé de nombreuses fois tacolumère, uniquement quand j'étais seule avec lui, et une fois aussi à ma jeune amie et moi, alors que nous étions seuls avec lui à la maison. Elle l'a remarqué dans sa nourriture en premier, et heureusement, je l'ai découragée de la manger, donc je pense qu'elle s'en est sortie indemne. Je sais qu'on ne peut pas en être sûr, mais j'aimerais des avis pour réduire les possibilités. Je sais que le fait qu'il ait un goût exclut le classique rouffi, parce que j'ai entendu dire que c'est plutôt sans saveur, et je me souviens vraiment que c'était crayeux et que ça ne se mélangeait pas très bien avec d'autres choses. Je trouvais des morceaux de ça de temps en temps dans ma nourriture. J'ai des raisons de croire que ça pouvait être une sorte de sédatif et que son but était de me rendre inconsciente. Je n'en ai pas la preuve cependant, et ce serait bien s'il y avait une explication logique qui n'indique pas des violences sexuelles sur enfants, ce qui, malheureusement, est ce que je crois qu'il s'est passé d'après les rares souvenirs que j'ai. J'apprécie tous les avis et je sais comment Reddit peut être parfois, donc si possible, j'aimerais que si vous commentez, vous évitiez les remarques sarcastiques, je ne pense pas que ce soit l'endroit pour ça. Si vous pensez que c'est une question stupide, ne me le dites pas. Si vous pouvez m'aider, merci beaucoup. C'est la première fois que je partage publiquement autant de détails de cette histoire, donc si vous lisez encore, merci d'être là, je vous envoie tout mon amour. Il y a tellement d'aspects horribles dans cette histoire. Évidemment, le principal étant que l'auteur pense avoir été agressé sexuellement enfant. Mais c'est un cas assez unique dans le sens où elle n'en est pas vraiment sûre et je ne sais pas si c'est mieux ou pire. D'un côté, au moins, elle n'a pas de souvenir précis de l'agression elle-même. D'un autre côté, ça doit la rendre folle de ne pas pouvoir se souvenir si ça s'est vraiment passé ou non, sans parler du fait qu'elle ne peut pas le prouver. Je n'ose pas imaginer le doute, la confusion et la frustration qu'elle doit ressentir en repensant à tout ça. Elle a en fait précisé dans les commentaires qu'elle avait 2 souvenirs d'avoir été touchée de façon inappropriée par cette personne, elle ne sait juste pas si ça a été plus loin que ça. On dirait qu'elle ne voulait pas divulguer cette information dans le post, mais qu'elle s'est sentie obligée de le faire quand d'autres utilisateurs comprenaient mal ses raisons de penser qu'elle avait été agressée sexuellement. Donc, il s'avère qu'Opi a le pire des 2 mondes, des souvenirs d'agression sexuelle et l'incertitude sur ce qui s'est passé d'autre. Opi ne précise pas qui était cet adulte, mais ils vivaient dans la même maison, donc je me demande si ce n'était pas le compagnon de leur mère.
Ils ont dit dans un commentaire qu'il avait vécu avec eux pendant 5 ou 6 ans et qu'il se souvenait d'avoir fait des rêves d'un fou à cette époque, de paralysie du sommeil et de cauchemars débilitants, et qu'on leur avait diagnostiqué de l'insomnie la même année où cet adulte avait emménagé, donc il est clair qu'ils ont été profondément affectés par lui, qu'il les droguait ou non. Cela semble tout de même assez probable, étant donné qu'ils ont littéralement trouvé des morceaux de poudre dans leur nourriture. Voici quelques extraits de leurs commentaires avec plus de contexte, je cite. Quelle que soit la durée ou la période pendant laquelle le sédatif m'a assommé, si c'est bien de cela qu'il s'agissait, je pense que c'était aussi plutôt court, même si honnêtement, je ne pense pas en avoir consommé trop souvent. J'étais assez intelligente, et dès que j'ai commencé à m'en rendre compte, j'étais constamment en alerte. Je ne me souviens pas avoir été somnolente la journée. J'étais hyperactive, avec des problèmes de comportement et de concentration. J'ai vécu avec lui pendant au moins 5 ou 6 ans de mon enfance, je peux me tromper un peu, mais je n'ai pas envie de demander confirmation à ma mère. Je n'avais pas assez de temps pour évaluer mes sentiments durant son absence, vu le sujet sensible. Mais je n'ai jamais cessé de lutter avec ça. J'y fais encore face aujourd'hui, mais je remarque que c'est plus gérable dans les périodes de ma vie où je me sens plus en sécurité. Je crois que l'insomnie était la façon dont mon corps essayait de me protéger plutôt qu'un effet secondaire des médicaments, mais cela exclut aussi probablement les médicaments qui provoquent une somnolence supplémentaire, parce que je suppose que je n'aurais pas eu autant de mal à dormir la nuit si je prenais quelque chose qui me fatiguait. Je ne pense vraiment pas que j'en consommais si régulièrement que ça, pourtant. Nous n'étions seuls dans la maison qu'1 ou 2 fois par semaine, et j'ai l'impression que je le remarquais généralement ou que je ne mangeais tout simplement pas ce qu'il me donnait ces jours-là, donc il n'y aurait pas eu le temps pour des effets secondaires plus cumulatifs. Je me rappelle que les cauchemars intenses et la paralysie du sommeil étaient quoique parfois sporadiques, ce qui pourrait éventuellement signaler un effet secondaire. Il m'arrivait de rester chez mon père, je n'ai jamais eu de paralysie du sommeil là-bas, jamais, mais j'avais quand même du mal à dormir. Quant à la substance que cela aurait pu être, je ne saurais même pas quoi suggérer. Comme l'a dit l'auteur, le rohypnol est censé être presque sans goût et c'est la drogue la plus courante dont on entend parler pour droguer les gens. Avant de lire leurs témoignages confirmant les agressions sexuelles de cet homme, j'espérais une explication innocente. Peut-être des somnifères, mais pour traiter leur insomnie plutôt que pour quelque chose de plus néfaste. Mais avec ces informations, ce n'était presque certainement pas le cas. Une autre utilisatrice a aussi suggéré des antibiotiques, mais l'auteur a dit que c'était improbable pour diverses raisons. Il a aussi essayé de le donner à leur amie, cela n'est arrivé que lorsqu'elles n'étaient pas seules à la maison avec lui. Elle se rappelle que cela a duré plusieurs années, sans justification pour une prise d'antibiotiques aussi prolongée. Il a nié avoir ajouté quoi que ce soit dans la nourriture. Une autre utilisatrice a dit qu'il s'agissait probablement d'un médicament sur ordonnance contenu dans une gélule qui aurait été ouverte et saupoudrée sur la nourriture, ce qui semble plausible, même si la texture crayeuse décrite par l'auteur du post laisse plutôt penser à un comprimé écrasé. Un commentaire sous ce post a suggéré le Benadryl. La diphénhydramine est un antihistaminique vendu sous le nom de Benadryl entre autres. On peut aussi le décrire comme un sédatif, provoquant de la somnolence chez la plupart des gens. Il n'est donc généralement plus recommandé par les médecins, les nouveaux antihistaminiques ayant moins d'effets secondaires. Certaines personnes souffrant d'insomnie utilisent même Benadryl pour les aider à dormir, bien que cela ne soit pas recommandé sur le long terme. Je n'ai jamais pris de Benadryl personnellement et je ne suis pas tout à fait sûre qu'il soit plausible qu'il soit utilisé comme sédatif pour agresser sexuellement quelqu'un. Certains en prennent à des fins récréatives car à forte dose, cela peut provoquer des hallucinations d'après ce que je sais. Je ne pense pas que les gens en prennent juste pour s'évanouir immédiatement. Plus bas dans les commentaires, il y a cependant une suggestion bien plus plausible, Ambien. C'est un sédatif qui est prescrit à court terme pour traiter l'insomnie. Il agit en environ 30 minutes et peut se dissiper assez rapidement, mais les effets varient d'une personne à l'autre, donc il semble possible qu'il puisse être utilisé à des fins malveillantes comme celle-ci. Auteur du post a dit que son premier souvenir de cela remontait à environ 2010, à une époque où l'Ambien était couramment prescrit, et quand quelqu'un a dit que cela avait un goût un peu anesthésiant pour la langue, elle a répondu « Oui, ça y ressemble vraiment, c'est certain. » Amer et anesthésiant pour la langue, avec une texture crayeuse ou grumeleuse, comme ce qu'on obtiendrait en écrasant un comprimé plutôt qu'en ouvrant une gélule. Merci beaucoup pour ton avis, je ne savais pas du tout que l'Ambien avait une saveur aussi particulière.
Dans un autre commentaire, l'auteur a dit que l'ambiance semble vraiment être la chose la plus probable jusqu'à présent. Au final, ça ne change rien de savoir ce que c'était si les soupçons de l'auteur sont justes et que cet homme les droguait avec quelque chose. Étant donné qu'elle se souvienne avoir déjà été agressée par lui à d'autres reprises, il ne serait guère surprenant qu'il ait essayé de recommencer avec l'aide d'une sorte de substance. On dirait que l'auteur ne compte pas le signaler à la police, ce qui est tout à fait son droit. Il y a une chance qu'il puisse encore faire face aux conséquences de ses actes si elle change d'avis, mais c'est tout à fait compréhensible si elle ne veut pas traverser tout ça. J'espère qu'elle trouvera la paix et un moyen d'avancer après cette épreuve. Le prochain post que nous allons aborder date d'il y a seulement quelques jours au moment où j'écris ce script et s'intitulait « Je crois que mon frère a été remplacé ». Il disait « Moi, homme de 30 ans, je veux commencer par préciser que je ne suis pas malade mentale et que ce n'est pas le post-schizophrène auquel vous vous attendez. Je n'ai pas de meilleure façon d'exprimer ce que je ressens en ce moment. Mon frère, un homme de 20 ans, vient juste de rentrer de son année sabbatique après avoir voyagé en Asie dans l'espoir de se trouver lui-même. Nous n'avons jamais été vraiment proches, donc ce manque de contact pendant cette année ne m'a pas trop inquiétée, mais mes parents m'ont informé de 3 incidents distincts où ils ont dû contacter les autorités consulaires pour demander de ses nouvelles. C'est un vrai fils à maman, donc c'était vraiment inhabituel de sa part. Nous avons organisé un dîner pour le retour de mon frère au pays, mais en le voyant à l'aéroport, c'était comme si un inconnu avait essayé de dessiner mon frère de mémoire et de le faire passer pour la vraie personne. Il avait l'air complètement différent. Il était extrêmement maigre, semblant avoir perdu 5 à 8 cm. Il avait l'air épuisé et négligé. Croyez-moi, c'était tout le contraire de mon frère avant son voyage. Il a toujours été un germophobe, quelqu'un qui se lave les mains 2 fois pour être sûr d'éliminer toutes les bactéries. Cet homme sentait atrocement mauvais. Il ne nous adressait pas la parole et ne reconnaissait même pas notre présence. Il a donné à contre-cœur un câlin à notre maman et une poignée de main à notre papa. Il ne m'a même pas dit bonjour. Cela fait environ 2 semaines et ce que j'entends de mes parents est terrifiant. Apparemment, il est extrêmement actif la nuit et dort pendant la journée. Ils n'arrivent à obtenir que de faibles murmures de lui et son discours devient de plus en plus incohérent. Il ne se douche pas, il ne semble pas manger, il passe tout son temps enfermé dans sa chambre à faire quelque chose, mes parents ne savent pas quoi, et ce, extrêmement bruyamment. Ils ont déjà contacté un médecin et il est sur liste d'attente pour un thérapeute. J'ai proposé d'appeler la police, mais ils étaient résolus à s'en abstenir. Ma maman a peur et je ne sais pas quoi faire. Je me suis portée volontaire pour rester chez eux et jouer le rôle de médiatrice, car nos parents vieillissent et je m'inquiète personnellement que ce cinglé leur fasse quelque chose. Cependant, mes parents ont aussi refusé. Je n'ai jamais été proche de mon frère, mais ce n'est pas du tout lui. Quelqu'un sait-il ce qui aurait pu causer cela ou ce que nous pouvons faire ? C'est comme si quelqu'un avait enlevé mon frère et l'avait remplacé par le gars du film Seul au monde. Après avoir lu ça, j'ai d'abord pensé à la drogue ou une psychose. Certaines modifications de sa personnalité, notamment ses habitudes d'hygiène, pourraient s'expliquer par son adaptation à un mode de vie différent durant son année sabbatique. Quand les gens voyagent, surtout s'ils prennent des bus couchettes de 20 heures sans pause pour se doucher, qu'ils séjournent dans des auberges où ils partagent une chambre avec 7 autres personnes et qu'ils font régulièrement de longues randonnées en sueur sous 35 degrés, il n'y a pas vraiment d'occasion d'être germophobe. Ces voyages pourraient expliquer son activité nocturne et son sommeil diurne. Il peut falloir un certain temps pour s'adapter quand on a été habitué à un fuseau horaire totalement différent pendant un an. Toutefois, d'autres détails sont plus inquiétants. Le fait qu'il ait arrêté de donner des nouvelles à ses parents pendant son absence et qu'il semblait très renfermé à son retour pourrait bien indiquer des problèmes de santé mentale, qu'ils soient liés à la drogue ou non. Le plus étrange dans le message est quand l'auteur a dit qu'il semblait avoir perdu 5 à 8 cm. Il est possible que l'auteur se soit trompé en se souvenant de sa taille d'avant, mais si elle avait raison, je ne vois aucune raison pour laquelle son frère aurait rétréci. À 20 ans, au contraire, il aurait même pu grandir d'1 ou 2 cm. Le titre du post donnait vraiment l'impression que c'était l'un de ces messages où quelqu'un affirme que son proche a été remplacé par un reptile ou quelque chose comme ça, mais ce n'était pas le cas. Donc heureusement, nous n'avons aucune raison de douter de l'état mental de l'auteur. Mais c'est un cas rare où même moi, je me demanderais si mon frère est vraiment mon frère.
il y avait une modification sur le post qui disait « J'ai vu beaucoup de gens proposer des théories, y compris la consommation de drogue ou des problèmes de santé mentale sous-jacents. J'ai reçu ma mère aujourd'hui, principalement pour parler de l'état de mon frère. » Ma femme s'opposait à évoquer le test acide désoxyribonucléique que j'ai commandé, donc ils ignorent encore mes soupçons. Ma mère m'a parlé des 3 incidents impliquant les autorités au Vietnam. Le premier était une vérification de bien-être après une semaine sans nouvelles de lui pour mes parents. C'était peut-être un excès de zèle de la part de ma mère. La deuxième et la troisième fois faisaient en fait partie de la même correspondance, mais se sont révélées bien plus troublantes que je ne le pensais. Les autorités locales craignaient que mon frère et 2 autres amis aient été victimes de trafic au Laos, car ils n'étaient maintenant pas rentrés au Vietnam à temps. Cependant, le problème a été résolu en 15 jours. Je n'ai aucune idée du statut de ces amis, mais je soupçonne qu'ils sont tous rentrés au Vietnam ensemble. En ce qui concerne mon frère actuellement, mes parents ont depuis accepté mes suggestions d'ajouter des caméras dans les espaces communs, ainsi que d'installer une butée de porte dans leur propre chambre. Ils m'ont aussi annoncé qu'ils allaient consulter un psychiatre en privé pour lui à partir de la semaine prochaine. Nous vous tiendrons tous au courant. Après avoir lu cela, j'étais encore presque certaine à 100% que la drogue ou une maladie mentale, ou les deux, étaient responsables de ce changement radical dans la personnalité du frère. Je dois avouer que quand la mise à jour a évoqué les craintes des autorités vietnamiennes qu'il ait été victime de trafic, j'ai eu un doute un instant qu'il y avait peut-être plus derrière tout ça. Dans un commentaire, l'autrice a laissé entendre que malgré son apparence très différente, ils ont fini par réaliser que c'était bien lui. D'après le court moment que j'ai passé avec lui à l'aéroport, c'était la première et unique fois que nous avons interagi depuis son retour. J'ai remarqué qu'il était nettement plus petit, extrêmement maigre, avait l'air très émacié et portait une barbe qui cachait beaucoup de ses traits distinctifs. Génétiquement, nous avons toutes les deux des mâchoires assez marquées, mais à son retour, il semblait avoir pris du poids au niveau du visage et en avoir perdu partout ailleurs. Son nez semblait de travers, peut-être à cause d'une bagarre. À part cela, ses traits principaux semblaient à peu près les mêmes, même s'il avait l'air incroyablement fatigué et épuisé. Pour nous, il était méconnaissable, mais c'est sa voix qui nous a fait comprendre que c'était lui. Seulement 6 jours après le message original, l'auteur a donné une mise à jour avec la pire nouvelle possible, je cite « Salut à tous, je voulais vous donner des nouvelles ». Ce sera aussi mon dernier message sur ce site et je voulais dire un grand merci à tous ceux qui ont commenté. À celles et ceux qui m'ont vraiment aidé et soutenu, je ne pourrais pas être plus reconnaissante. Mon frère est mort. Nous l'avons trouvé tôt ce matin et j'ai passé le reste de la journée à trouver le courage de faire ce post. C'est peut-être le choc, mais j'aime à penser qu'il est mort là-bas au Vietnam et qu'à son retour, son corps n'a fait que rattraper le temps plutôt que de prolonger son tourment. Vous rendez toutes et tous un service merveilleux ici, alors continuez ce que vous faites. Je vous souhaite le meilleur. Ils sont bien plus dévastés que moi. Je pense que c'est parce qu'ils considèrent que les 20 dernières années ont été gâchées. Je ne le vois pas comme ça. Mon frère illuminait chaque pièce et chaque moment passé avec lui était précieux. Cependant, je crois aussi que ce moment était inévitable depuis son retour. D'une certaine façon, je suis soulagée qu'il soit parti comme il l'entendait, plutôt que de souffrir pendant des années. Ce commentaire laisse fortement entendre que le frère s'est donné la mort, donc même si l'autrice n'a pas expliqué explicitement ce qui s'est passé, il semble probable qu'il souffrait de problèmes de santé mentale. J'imagine que cette fin n'était pas imprévisible, mais ça m'a quand même fait un choc de lire les mots « Mon frère est mort ». Même si je ne le connaissais pas, alors je n'ose même pas imaginer ce que sa famille traverse. J'ai toujours espéré une issue positive dans des histoires pas comme celle-ci et honnêtement, je m'attendais à ce que la mise à jour dise qu'il recevait un traitement, mais comme l'a dit l'autrice, c'était probablement l'un de ces cas où son frère était déjà trop loin avant même de rentrer à la maison et il y avait sans doute peu de choses qu'ils auraient pas pu faire pour le sauver. La famille a vraiment essayé de l'aider et l'a mis sur une liste d'attente pour un thérapeute, mais comment aurait-il pu savoir que cela arriverait si vite ? Je suppose que cette histoire tragique devrait nous rappeler à tous d'agir le plus vite possible quand on voit quelqu'un se replier sur lui-même ou vivre des changements de personnalité drastiques. On ne sait vraiment jamais ce qui nous attend au tournant.
En août 2024, il y a eu une publication intitulée « J'ai trouvé un iPhone verrouillé sans carte SIM caché derrière un tableau dans ma chambre. Que devrais-je faire ensuite ?» Il disait « Bonjour à tous, c'est mon premier message ici pour demander des conseils car je ne sais pas vraiment où poster. Merci de me dire s'il existe une autre communauté plus appropriée pour ma publication. » Mes 2 amis et moi venons d'emménager dans un sous-sol d'une maison pour vous donner un peu de contexte. Anciennement un Airbnb, mon propriétaire a décidé de le louer à long terme. Tout était parfait jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en nettoyant ma chambre, un iPhone caché dans un tableau accroché au mur me soit tombé sur la tête. La photo était accrochée au-dessus de mon lit. Il n'y a pas de carte SIM dans le téléphone et il est verrouillé par un code, donc impossible de l'ouvrir. Il semble neuf et était éteint quand je l'ai trouvé. J'ai essayé de le recharger et il avait environ 22% de batterie. J'en ai parlé à ma propriétaire et elle a dit que ça venait probablement des anciens locataires. Elle va prendre le téléphone demain pour le rendre au service Airbnb, mais ça m'a quand même inquiétée parce qu'il n'avait pas été oublié, il était caché derrière une photo dans ma chambre. Dois-je faire quelque chose ou laisser cela à ma propriétaire ? Auteur du post a partagé un lien Imgur vers une photo visible sur l'écran du téléphone. L'écran de verrouillage montre la photo d'un chien qui semble être prise par son propriétaire plutôt que par un professionnel. On dirait qu'il s'agit du téléphone personnel de quelqu'un. Mais comme l'a dit l'auteur du post, il semble très improbable que quelqu'un l'ait accidentellement laissé là, car ce n'est pas comme s'il avait été trouvé entre le lit ou quelque chose du genre, où quelqu'un aurait pu le faire tomber et ne pas réussir à le retrouver. Il était littéralement caché derrière la photo, ce qui suggère que la personne qui l'a mis là, pour une raison ou une autre, ne voulait pas qu'on le trouve. Si quelqu'un l'utilisait à ce moment-là, on s'attendrait aussi à ce qu'il y ait une carte SIM dedans. Au moins, le fait qu'il était éteint et sans carte SIM signifie qu'il n'a probablement pas été placé là pour espionner auteur du post. D'après mes connaissances limitées en technologie, il aurait besoin d'une source d'alimentation, mais n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me trompe. Auteur du post a précisé dans un commentaire qu'il n'y avait aucun trou dans l'image par lequel le téléphone aurait pu voir. Voici ce commentaire. Mise à jour. Merci pour tous vos conseils. Je ne pensais pas que ce post aurait autant de succès. Je l'ai rédigé la nuit après avoir trouvé le téléphone, il manque donc des détails. Désolé. J'ai essayé d'allumer le téléphone cet après-midi et il affichait un fond d'écran avec un chien. J'ai également mis à jour la photo pour montrer où j'ai trouvé le téléphone à l'origine. Je viens d'emménager dans ce nouvel endroit depuis le 18 août, ce qui fait plus d'une semaine maintenant. L'endroit a été rénové et repeint, et oui, il était entièrement meublé. Modifié. J'ai vérifié si le téléphone pouvait voir à travers le tableau ou s'il y avait un trou dans le tableau, mais c'était juste un tableau accroché normalement. Mes amis et moi avons vérifié les autres photos accrochées dans la cuisine et dans l'autre chambre, mais il semble qu'il n'y ait que ma chambre qui ait ce téléphone caché. Nous avons aussi vérifié la présence de caméras cachées ou autres, mais rien d'autre n'a été trouvé. J'ai essayé d'utiliser leur astuce, dis Siri à qui appartient ce téléphone, mais il faut un code pour activer Siri, donc je ne sais toujours pas à qui appartient ce téléphone. Merci pour tous vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tous, mais je les lis attentivement. Le propriétaire n'a pas encore récupéré le téléphone, je l'ai toujours avec moi pour le moment. Cela semble exclure que le téléphone ait servi à espionner l'auteur ou d'autres personnes. Il aurait pu enregistrer de l'audio s'il avait été allumé, mais quel en serait l'intérêt ? On peut aussi acheter des caméras et des micro-espions pour moins cher qu'un iPhone, donc l'utiliser à cette fin n'a aucun sens. Au début, je me suis demandé si ce n'était pas un téléphone de rechange pour les invités Airbnb caché dans le tableau pour éviter un vol en cas d'effraction. Mais pourquoi ne l'ont-ils jamais récupéré ? J'emporte toujours un téléphone de rechange quand je voyage et je suis assez tête en l'air, donc je pourrais très bien oublier le téléphone en partant, mais il faudrait vraiment que j'oublie complètement l'avoir mis derrière le tableau pour ne pas le réclamer plus tard à l'hôte, ce qui me paraît très improbable. Mon téléphone de rechange est un Xiaomi bon marché qui ne vaudrait pas la peine d'être caché. La personne qui possédait cet iPhone devait y tenir suffisamment pour le cacher au départ, mais pas assez pour s'en souvenir ou venir le récupérer. De plus, l'auteur du post a dit que tout l'endroit avait été rénové, y compris la peinture. Alors comment se fait-il que personne ne l'ait trouvé avant ?
Une suggestion populaire dans le fil de discussion était que l'ancien locataire avait caché le téléphone à son partenaire, soit parce qu'il ou elle trompait ce dernier, soit parce qu'il ou elle se sentait en danger. Je suppose que c'est possible, mais souvenez-vous que c'était un Airbnb avant que l'autrice n'emménage, donc il semble qu'il n'y ait pas eu de locataire à long terme depuis un certain temps. De plus, si c'était le cas, le téléphone devrait avoir une carte SIM. Une autre hypothèse était que le téléphone y avait été caché pour échapper à la police. Une utilisatrice a même suggéré qu'il aurait pu servir à la pédopornographie. Elle affirme travailler dans l'informatique et avoir déjà vu ce genre de choses arriver. Mais si c'était vraiment le cas et que quelqu'un avait acheté un téléphone caché, elle n'utiliserait sûrement pas son Wi-Fi. Alors pourquoi n'y avait-il pas de carte SIM ? Peut-être qu'ils l'ont détruite, mais pourquoi laisser le téléphone ? Une utilisatrice a demandé si quelqu'un pouvait acheter un téléphone jetable avec des données incluses et regarder des choses illégales sans se faire prendre, et l'utilisatrice en informatique a répondu « Ça dépend de beaucoup de choses ». Par exemple, utilise-t-elle les données mobiles, le Wi-Fi gratuit ou un réseau privé ? De plus, cela dépend si elles utilisent un VPN qui masque leur localisation. Cela dépend du type de paramètres qu'elles ont sur leur appareil. Beaucoup de choses différentes entrent en jeu, mais malheureusement, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Quand nous travaillons sur des appareils, nous n'avons pas le temps d'aller fouiller dans les affaires de quelqu'un, donc je suis sûre que cela serait bien plus remarqué si c'était le cas. Nous ne rencontrons généralement ce type de problème que lors d'un transfert ou d'une sauvegarde de données. Contenu pédopornographique n'est pas forcément la seule possibilité en termes de choses illégales pour lesquelles ce téléphone aurait pu être utilisé. La drogue en est une autre. Mais comme pour la théorie selon laquelle la personne se cachait de son partenaire, n'oubliez pas que c'était un Airbnb avant. Quelle est la probabilité que quelqu'un fasse du trafic de drogue depuis un Airbnb ? Je suppose que ce n'est pas impossible, mais ça ne me semble pas être la théorie la plus logique. Et encore une fois, comment personne ne l'a trouvé pendant les rénovations ? La seule autre théorie à laquelle je pense, et qui me semble la plus logique, c'est que c'est un téléphone volé, et que la personne qui l'a volé a retiré la carte SIM et l'a cachée là jusqu'à ce qu'elle puisse le vendre ou quelque chose comme ça. Cela n'explique pas pourquoi il n'a pas été trouvé par ceux qui ont rénové la propriété, mais ça pourrait expliquer pourquoi personne n'est revenu le récupérer. Ils ont probablement choisi de limiter les dégâts plutôt que de risquer l'arrestation. C'est ma meilleure supposition de toute façon. On dirait que l'auteur du post n'a jamais posté d'autres mises à jour, donc je suppose qu'ils n'ont jamais su avec certitude. Le dernier post que nous allons aborder dans cette vidéo s'intitulait « Étrange accident à l'hôpital psychiatrique ». Il disait « Pouvez-vous m'aider à comprendre cela ?» Voici une histoire véridique qui s'est déroulée hier sur mon lieu de travail. La police s'en occupe. Un résident d'un hôpital psychiatrique est seul dans sa chambre qui n'a qu'une seule porte d'accès. À cette heure, une aide-soignante entre dans la chambre pour faire le lit. Elle repart sans rien remarquer d'anormal. Entre-temps, on peut supposer que la résidente prend sa douche et s'habille. Il n'y a pas d'objet tranchant dans la chambre, rien qui pourrait lui faire du mal. À 9h, les caméras de surveillance montrent une infirmière entrant dans la chambre et découvrant une scène surprenante. Les caméras montrent que personne d'autre n'est entré ni sorti de la chambre. Il y a une flaque de sang à l'entrée de la salle de bain et une autre près de la douche. Le lit est défait avec une tache de sang d'environ 30 cm de diamètre au pied du lit. De nombreuses gouttes de sang comme projetées se trouvent près du lit. Il y a d'étranges motifs de traces de sang comme des éclaboussures et des traînées, beaucoup de sang, environ 1 litre de sang au total. La fenêtre est verrouillée. Les vêtements de la résidente sont propres. Il n'a pas de sang sur lui. Il a les cheveux longs et une barbe intacte. Une analyse d'urine ne montre aucune trace de sang. Un examen anal ne révèle pas de sang. Une inspection de l'ensemble du corps ne révèle aucune blessure. Un examen buccal et nasal ne révèle aucune trace de sang. Le résident dit qu'il a pris une douche puis a vu le sang, ou la peinture rouge comme il l'appelle, et qu'il ne sait pas d'où cela vient. Il ne ressent aucune douleur et ne dit rien d'autre. Ses signes vitaux sont excellents. Mise à jour. La douche a été surveillée et l'eau a été coupée car il est connu pour abuser de l'utilisation de l'eau. Aucun antécédent de varices œsophagiennes ou d'ulcères. C'est du sang humain. Mise à jour 2. Apparemment, il a une vessie extrêmement distendue. Pour moi, ça n'explique pas le sang, mais ce sont les résultats du scanner.
Voici un bref résumé des événements avec quelques clarifications apportées par l'auteur dans les commentaires au cas où certains détails ne seraient pas clairs. À 7 h du matin, une aide-soignante entre dans la chambre pour faire le lit et probablement effectuer une fouille de routine. Il n'y a pas de sang à ce moment-là. Et triche à un moment donné, entre 7 et 9 h du matin, le patient prend une douche, il est surveillé et l'eau est coupée ensuite. Il reste dans sa chambre tout le temps jusqu'à 9 h du matin, ce qui est apparemment très inhabituel. À 9 h du matin, une infirmière entre dans la chambre et remarque du sang à l'entrée de la salle de bain, autour de la douche et au pied du lit. Le patient est alors examiné, mais il n'y a aucune trace de sang ni de blessure sur lui, à part quelques toutes petites égratignures submergées sur la tête. D'après ce que j'ai compris, le patient avait accès à la salle de bain tout le temps, mais il n'aurait pas pu se doucher à nouveau parce que l'eau était coupée. Le patient était probablement le seul à avoir accès à la salle de bain durant cette période, hormis le personnel. Alors, d'où venait le sang s'il n'en avait pas réellement sur lui ? Opie a mentionné une cause possible dans son message, même si elle ne pensait pas que cela l'expliquait. Il avait une vessie distendue, c'est lorsque la vessie devient enflammée ou distendue et cela peut provoquer du sang dans les urines. Cependant, l'analyse d'urine n'a montré aucune trace de sang dans les urines et il semblerait peu probable qu'il ait autant saigné en si peu de temps, puis qu'il ait complètement arrêté de saigner. Opie ne semblait pas croire que le liquide était de l'urine sanglante de toute façon, elle a dit qu'il avait coagulé, donc c'était vraisemblablement du sang pur. Je pense cependant qu'il est probable qu'elle ait mal évalué la quantité. Un peu de sang peut sembler beaucoup plus qu'il ne l'est en réalité, et en fait, c'était probablement bien moins d'1 litre. J'ai pensé que le sang devait forcément venir de la patiente, mais certains commentateurs avaient d'autres hypothèses. Certaines personnes ont suggéré qu'il avait soit trouvé un petit animal, comme une souris ou un lézard, soit qu'il en avait pris un à l'extérieur et l'avait tué, puis s'était débarrassé du corps en le jetant dans les toilettes ou quelque chose comme ça. C'est une théorie assez horrifiante et Opie a même dit que c'était peut-être une possibilité. Mais on s'attendrait à ce qu'il y ait eu du sang sur le patient si c'était le cas, sachant que l'eau de la douche a été coupée après qu'il l'ait utilisée et que le sang n'était pas là avant. Il y avait plusieurs autres théories, allant des saignements de nez au fait qu'il se soit blessé lui-même d'une manière ou d'une autre, mais heureusement, nous avons finalement eu une réponse à ce mystère. Selon un commentaire de l'autrice, il s'est avéré que le patient avait un problème de circulation dans les pieds et les jambes et qu'une veine a éclaté, projetant du sang partout. Donc la réalité est bien moins sinistre que ce que certains commentaires laissaient entendre. Je ne comprends toujours pas comment il n'avait pas de sang visible sur lui, mais il est possible qu'une quantité importante de sang provienne d'une blessure presque invisible, surtout si le patient est âgé, ce qui semble être son cas. S'il a déjà des varices et une décoloration des jambes, il est tout à fait possible que les infirmières aient manqué une petite blessure lors de l'examen visuel. Quoi qu'il en soit, le mystère est résolu. J'aimerais beaucoup connaître vos avis et théories dans les commentaires, ainsi que les sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Un grand merci à mes membres Ko-fi et de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran. J'apprécie sincèrement votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.